Quand ma mère se retire, elle aussi, c'est le coup de trop. Il y a un début de prise de conscience. J'appelle la mort, je l'invite à me prendre moi aussi. Il faut s'ouvrir. On ne s'en sort pas tout seul. On a besoin que l'autre nous prenne par la main, qu'il nous tire vers la vie. Elle a fait pour moi, je fais pour ma fille. Va au bout des choses, voilà. Commence, agis, fais. Bonjour à tous, aujourd'hui notre invité c'est Ulrich Ngwa, un professeur de philosophie qui a une mentalité forte et qui va nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, donc c'est un dialogue avec lui. Donc Ulrich, bonjour, Bonjour Marc. comment ça va? Ben, je vais très bien, très très bien. Donc Un peu inquiet, un peu angoissé, mais j'ose espérer que je suis en de bonnes mains. bien sûr, tout va bien se passer. Donc vous êtes enseignant de philosophie, du coup, c'est votre métier depuis combien de temps? J'ai commencé à enseigner en 2006, très exactement, et pas en philosophie, en lettres classiques. Donc c'était le français, grosso modo le français et le latin. Voyez. D'accord, Et ensuite, j'ai naturellement enseigné en philosophie, mais ça fait 2006, ça fait quoi? 20 ans? Un peu plus? un peu moins, un Un petit peu peu moins, moins? 18 ans? c'est ça. 18 ans? Ok. Voilà. Alors on va commencer directement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Vous dites, alors on a discuté avant de faire ce podcast évidemment, il y a une phrase qui m'a marqué chez vous. Mhm. Vous dites, je cite, la mort de ma mère m'a rendu mortel. Oui, alors, c'était une phrase qui n'était pas du tout réfléchie, elle est partie spontanément, mais je pense qu'il y a beaucoup de sens dans ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, je crois, on a un peu le sentiment que les parents sont immortels. Tout petit, j'avais par exemple le sentiment que mon père était l'homme le plus fort du monde. Et voilà, donc les parents sont immortels, et puis quand ils s'en vont, quand ils meurent, ben on réalise qu'ils sont mortels. Et non seulement eux, mais également nous. Vous savez, quand la mort, et je crois qu'on est très servi de par les nouvelles en ce moment, du fait des multiples zones de conflictualité dans le monde, la mort est partout. Mais en même temps qu'elle est partout, elle est très lointaine. On la voit à la télévision, ça reste loin, même si on Mhm, peut être touché. Mais lorsque la mort frappe à ce niveau-là, frappe vos proches, ça prend une autre dimension, je pense. Et c'est ainsi donc que la mort de ma mère m'a vraiment fait prendre conscience que moi-même, j'étais sur la sellette et que j'allais m'acheminer, que j'étais en chemin vers elle. Et ça tombe, j'anticipe un peu, mhm. d'autant bien, enfin je veux dire, tout est lié parce que un des penseurs qui figure parmi ceux qui m'ont vraiment impressionné en philosophie quand je commençais, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la mort, qui a parlé énormément de la mort, c'est Martin Heidegger. Et Martin Heidegger dit contre M. Descartes, en gros, ce qui caractérise l'humain, c'est pas le fait qu'il pense, c'est pas le je pense, cogito ergo sum, c'est pas ça. C'est sum. En gros, je suis immortel. Mhm. Ouais, Je suis immortel. d'accord. En fait, Et j'étais davantage convaincu par ça, la nous sommes. spécificité des Ouais, êtres humains, du coup, par rapport aux autres, c'est il a conscience de sa mortalité, de sa absolument, finalité dans le temps. absolument. Et du coup, c'est ça qui... Donc vous vous en êtes vraiment rendu compte, donc vous étiez au courant de ça, et vous vous en êtes rendu compte Oui, à la mort de votre mère, mais pas à la mort de votre père, parce qu'elle a eu lieu avant la mort de votre père. ben, Pourquoi cette différence? alors pourquoi cette différence, je ne saurais pas toujours l'expliquer, mais je pense qu'une des raisons est peut-être même chronologique aussi. C'est-à-dire que quand mon père se retire, il y a encore ma mère. D'accord, ok. Et j'ai presque envie de dire que c'est peut-être une des explications serait peut-être celle-là, que quand ma mère se retire, elle aussi, c'est le coup de trop. C'est-à-dire que la présence maternelle, la savoir là, en vie, me donnait toujours l'illusion, Mhm. ou me laissait toujours dans cette espèce d'insouciance que j'étais immortel.
D'accord, ok, Alors, donc, la mort c'est... de ma mère me fait réaliser que je suis moi-même mortel. Et donc, cette espèce d'immortalité, je la recherche tout azimut. C'est pour ça que tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, je vous ai dit que je suis soucieux d'éditer, de faire publier certaines petites choses avant qu'il ne soit trop tard. Donc j'ai une bonne remarque. Est-ce qu'il y a un avant-après, du coup, cette mort-là? Comment vous l'avez vécu? Parce que c'est quelque chose qui vous a rendu mortel dans votre esprit, dans ce que vous dites. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez mortel par la mort de votre mère. Du coup, est-ce qu'il y a eu un avant-après dans votre façon de faire Oui, les choses? oui, Pas bien sûr. forcément négativement, ça peut être Bien positivement. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a un avant et un après. Quand vous perdez des personnes d'une telle envergure, les parents, quoi qu'on dise, c'est quand même nos premiers modèles, nos modèles les plus immédiats. Vous voyez, pour moi, c'est comme des montagnes avec leur stature imposante. Donc il y a forcément un avant et un après. Et je crois que si j'avais un mot ou deux pour illustrer l'après, leur retrait, leur départ, c'est le souci de la transmission. Transmettre, c'est vraiment mon obsession. Et transmettre à qui? À quelqu'un qui m'est très proche, qui n'est autre que ma fille, qui est le symbole de ceux qui viennent après moi. Voyez. Donc, transmettre de manière radicale tout ce qui peut être transmis, le but étant de donner des outils aux plus jeunes pour qu'ils puissent s'orienter le mieux possible dans l'existence. Et transmettre quoi exactement? Transmettre, bon, le mot, on l'utilise à tout va maintenant, transmettre des valeurs notamment. Et quelles sont les valeurs qui sont importantes de transmettre à ses enfants? Toutes ces choses que nous savons tous a priori, la valeur de respect, le respect de l'autre, sachant que cet autre n'est pas que l'autre homme, c'est aussi l'autre qu'est la nature, c'est le respect de l'animal, c'est le respect de la vie, voyez, c'est le respect du tout. Et pourquoi j'en parle? Parce que nous sommes aussi face à de grandes problématiques, par exemple le problème écologique qui inquiète beaucoup en ce moment et a raison. Donc il faut vraiment transmettre ces valeurs, les inculquer très tôt, ces valeurs de respect de l'autre. Donc il y a un mot qui ressort, c'est vraiment le respect. Oui, il y en a plusieurs, mais le respect en fait partie. Parce que, si vous voulez, si je m'en tiens ne serait-ce qu'à un mot comme la morale ou l'éthique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique sans respect. C'est un mot central, Est-ce que c'est respect. seulement à la mort de ses parents qu'on devient parent nous-mêmes? Alors, est-ce que c'est à la mort de ses parents qu'on devient parent nous-mêmes? Tout dépend de ce qu'on entend par parent. Je serais tenté de dire oui et non. Non, parce que mes parents étaient vivants quand je suis devenu parent. Mais si vous voulez, à la mort de mes parents, je prends la mesure de la responsabilité. Et de ce point de vue, j'ai des anecdotes très claires. C'est-à-dire que dans le rapport à ma fille, par exemple, qui a 19 ans actuellement, des rapports parfois tendus, et c'est d'autant plus tendu qu'il paraît qu'on se ressemble. Bon, du vivant de ma mère, elle était pour ainsi dire la médiatrice. Donc quand j'avais un souci, tout de suite, j'appelais ma mère qui vivait à 5000 km de chez nous, donc au Gabon, et je lui disais, voilà, tu vois ce que ta petite fille m'a fait, voilà comment elle me parle, etc. etc. Bon, elle, ça l'amusait parce qu'elle avait désormais le recul et la sagesse, dirait-on, que je n'avais pas encore, en tout cas, moi. Et, et donc, dans ces conflits, dans ces différends entre le père et sa fille, elle jouait les intermédiaires. Nous dirions qu'elle était préposée au rôle de diplomate. Elle faisait beaucoup de diplomatie entre nous. Donc elle allait parler à sa petite fille, elle me parlait à moi, elle me faisait descendre d'un ton, C'était etc. encore votre référente, en fait, dans Absolument, votre vie de parent. absolument. Et je puis vous assurer que, et vous allez comprendre pourquoi je fais ces détours, parce que quand elle se retire, je suis obligé de venir à la table de négociation. Parce que si vous voulez,
ce pont entre mon enfant et moi n'est plus. Mhm. Et comme il y a de l'amour entre le père et la fille, vous pensez bien que les êtres que nous aimons, nous ne voulons pas les perdre à tout va. Donc, pour répondre directement à votre question, c'est cette mort-là, ce retrait-là de cette personne-là qui me fait prendre conscience du coup que je vais devoir endosser une responsabilité que je n'avais pas auparavant. Voyez, ça veut dire que lorsqu'elle était vivante ou lorsque mes parents étaient vivants, je me déchargeais sur eux. Ils faisaient le sale boulot, j'avais presque envie de dire sale boulot, manière de parler. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, on prend la mesure du poids des responsabilités nouvelles qui sont les nôtres. Et je dois dire, et ce n'est pas une blague, que j'ai eu l'impression d'avoir grandi. Si je prends l'expérience du retrait de ma mère, en un an, davantage que je ne l'ai fait en plusieurs décennies. D'accord, ok, je comprends. C'est-à-dire que la mort vous découvre tellement l'essentiel, vous met face à une situation de prise de conscience inouïe. Ça me fait penser à des phrases que j'ai entendues plusieurs fois dans ma vie, Oui, des personnes qui disaient c'est à la mort de ma grand-mère que je suis devenu un homme, oui, c'est à la mort de ma mère que je suis vraiment devenu plus dur. oui, Voilà, les gens s'endurcissent en fait quand ils vivent des expériences comme ça. oui, je pense. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'effondrement, parce que tout est possible, hein, à la mort de sa mère, on peut vouloir se défenestrer, à la mort de son père ou à la mort des proches, d'un amour, enfin des personnes vraiment centrales qui comptent. Et je ne prends pas ça à la légère parce que lorsque je vis cette expérience, quand j'apprends la mort de ma mère, le premier réflexe que je vais avoir, d'abord, c'est une espèce d'incrédulité. Rien. Je ne ressens rien. Je suis sonné, il n'y a rien. Mhm. Et puis, il y a un début de prise de conscience. Et là, il se passe quelque chose qui va m'interpeller après coup, c'est que j'appelle la mort. Je l'invite à me prendre moi aussi, parce que je pars du principe qu'il est hors de question que ma mère parte et parte seule. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, si elle doit partir pour ce voyage-là, dont on nous dit tellement de choses, les mythes en parlent, au moins à deux, voilà, ça vaudrait mieux que toute seule. Et donc j'appelle la mort prend moi. Et puis, me souvenant des échanges que nous avions eus, elle et moi, je réalise que si la mort m'avait pris, et si elle m'avait vu arriver, un peu comme Ulysse qui va voir Achille, vous savez, Achille est mort, Achille, un des grands guerriers et parmi ceux qui ont combattu à la guerre de Troie, donc il est mort, toute la Grèce chante ses louanges et tout ça, et puis Ulysse va le retrouver dans le monde des morts. Il lui dit en gros, mon cher Ulysse, mais je suis honoré d'être à côté du grand guerrier, du modèle du guerrier, etc. Tout le monde chante ta gloire, etc. etc. Et Achille va lui dire, en gros, qu'est-ce que ça peut me faire? Tout le monde a beau chanter ma gloire, il se trouve que je suis désormais mort. Euh, et c'est là que il y a cette espèce de chose, de phrase très troublante où, vous voyez, du vivant d'Achille, c'était le guerrier qui ne négociait pas, justement. Achille, c'est pas Ulysse. Hein. Achille, il est intransigeant, il est droit. euh, voilà, il est entier, comme on dirait aujourd'hui. Et il estime qu'il vaut mieux être un homme debout plutôt qu'être un pleutre, par exemple. Donc, il ne négocie pas, il est entier. Et puis, c'est du genre à vous dire, un peu comme dans les bonnes morales communes, je préfère mourir plutôt que de vivre en esclave. Et je Voyez. préfère mourir debout plutôt que Voilà. de vivre à genoux. Ouais. Alors que lorsque Ulysse le retrouve dans le monde des morts, Achille a complètement changé
et on a l'impression qu'il aurait préféré être limite le plus pouilleux des Grecs, mais vivant, plutôt que d'être le grand Achille que tout le monde loue Ok, d'accord. et chante, vénère, admire, mais mort. Voyez. Et la leçon ici, je pense, c'est celle de cet humain qui, à un moment donné de sa vie, peut être attaché à certains principes et puis à un autre moment renier totalement ces principes-là. Voyez. Et donc, pour revenir encore une fois au retrait des parents, mais ça peut être encore une fois des personnes auxquelles on tient, ces morts nous bouleversent, elles nous métamorphosent, on n'est plus du tout la même personne. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour surmonter ce genre d'événement? Parce que oui, c'est très dur, Oui, mais voilà, donc vous êtes religieux par exemple? Est-ce que vous êtes religieux? oui, oui, j'ai une éducation très chrétienne. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour surmonter cette épreuve-là? Ben, il y a toujours les autres, heureusement. C'est-à-dire que c'est le monde qui vous supporte, c'est le monde qui vous soutient. Vous ne tenez pas seul debout. Il y a un proverbe africain qui dit on ne se tient jamais debout tout seul, on se tient toujours debout avec les autres. C'est pour ça que je vous ai dit que ce thème de l'autre m'obsédait. L'autre, il y a toujours l'autre. Il y a toujours l'autre. Il y a toujours cet autre dont il faut prendre soin, mais qui prend soin de nous également. Donc il y a toujours l'autre, et si je suis là à vous parler, après le cataclysme que ça a représenté, c'est parce qu'il y a eu d'autres, quelques autres qui m'ont soutenu. Je tairai les noms parce que, voilà, mais Donc c'est grâce aux autres que vous arrivez c'est à vous en grâce à eux, sortir. bien sûr. Bien sûr, donc il faut pas rester seul dans ce moment-là. Certainement pas, Certainement certainement pas. pas. Il faut s'ouvrir. De toutes les façons, je crois que quand on prend des coups, il n'y a pas pire que l'isolement. Il ne faut pas être seul. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Il faut s'ouvrir. Et j'ai pour habitude de dire que ce thème est d'une importance inouïe, l'ouverture. Il n'y a pas de liberté sans ouverture. Il n'y a pas de vie sans ouverture. Il faut s'ouvrir. Et vous voyez que, encore une fois, quand on prend des coups, le premier réflexe, c'est baisser les stores, Ouais. se mettre dans de l'obscurité, dans le noir total. Ouais, il faut pas confondre prendre un temps pour soi Non, que de rester que avec soi. Non, non. ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, non, l'intimité, là j'ai parlé de l'obscurité, justement, j'ai une très grande philosophe qui m'accompagne ces temps derniers, c'est Hannah Arendt, et elle dit de très très belles choses, d'ailleurs, que je pourrais, si vous le voulez bien, vous lire, c'est très très court, sur l'obscurité. J'ai pas besoin de la lire, puisque j'ai le texte en tête. Elle dit en gros que la vie a besoin d'obscurité. Et ce qu'elle entend par là, c'est l'importance de cet espace privé. C'est-à-dire que dans le domaine public, on est vu, on est exposé, et un des reproches justement qu'elle va faire à nos sociétés actuelles, c'est que les, les enfants ont par trop été exposés à la lumière. Mhm. Et elle prend un exemple très clair où elle fait comprendre, en gros, elle explique pourquoi les enfants de personnes très connues parfois tournent mal. C'est pas la formule qu'elle emploie, mais en gros, c'est ça l'idée. Ils tournent mal parce qu'ils sont surexposés. Et donc, elle nous rappelle les vertus de l'intimité, les vertus de la sphère privée. Elle dit que la vie sort de l'obscurité, mais elle a besoin de lumière pour croître. Mais en même temps, cette obscurité est essentielle. L'obscurité qui est le lieu de la sphère familiale, le lieu où on est protégé, etc. On n'est pas surexposé et qui participe aussi à notre renforcement, si vous voulez, au renforcement de l'être. Et donc, quand je parle de l'ouverture, il ne s'agit pas de dénier à cette retraite ou à ce retrait du monde ses vertus. Je veux juste dire il me paraît en tout cas essentiel de s'ouvrir à d'autres, parce qu'il est un moment où, roué par les coups, on ne s'en sort pas tout seul. On a besoin que l'autre nous prenne par la main, qu'il nous tire vers la vie, voyez.
Bien sûr, et des fois, parler, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir positif sur nous. Ah, mais On complètement. essaye de... Bah, beaucoup de gens, combien de personnes essayent de cacher les problèmes qu'ils ont en ne disant rien à personne, en gardant ça dans une carapace. Alors évidemment, faut peut-être pas tout dévoiler, tout dire, mais ça a une aide folle. Donc Absolument. c'est vraiment fort. Il faut vraiment pas négliger ça, je trouve. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport Ah, à mais ça? je suis totalement d'accord. Cela d'autant plus que là, j'ai parlé d'Hannah Arendt, mais il y a un de ses homologues, philosophe allemand, Gadamer, qui, dans un ouvrage qui me vient, je crois que c'est Philosophie de la santé, il y a il y a un chapitre dedans qui a pour titre Traitement et dialogue. Ouais, Et dans ce chapitre-là, il le dit de manière expresse, le dialogue est déjà un traitement. Sur la mort de ma mère, ou même de mes deux parents, en sachant que ce que je vous dis là, je suis à la fois gêné parce que c'est des choses très intimes, mais en même temps, ce sont des cas que nous pourrions analyser et qui, je l'espère, pourraient parler à d'autres, hein. C'est pour ça que je consens à en parler et j'accepte d'en parler. On s'est mis d'accord sur l'idée que c'était un coup dur, coup très dur. Et donc la dureté de ce coup, c'était le coup, à mon humble avis, le plus dur que j'ai jamais eu, personnellement. Mais paradoxalement, c'est aussi le coup qui a sonné la révolte, qui a sonné la charge. Et donc, la mort de ma mère, et puis les conditions dans lesquelles elle s'en va sonner la charge. Ça veut dire maintenant, tu te lâches, maintenant, tu fais. Et c'est très fort, c'est très explicite parce que j'ai un audio, vous voyez dans mon téléphone, il y a justement un enregistrement d'elle, quelque temps juste avant son départ, où elle me dit, fais ce que tu as à faire. Parce qu'un jour, je l'appelle et je lui dis, maman, mais quand même, je suis un fils un peu raté comme ça, les autres, ils font des choses grandiloquentes pour leurs parents, machin, et moi, je n'y arrive toujours pas. Et ma mère va me dire, en gros, c'est pas ça qui est important, mon fils. Et donc elle me rassure alors que je suis dévasté, mais je suis vraiment, j'ai mauvaise conscience. Et elle me rassure en me disant c'est pas ça le plus important. Et au fond de moi, je me dis, en fait, elle veut juste pas me dire que effectivement t'es un raté, t'as rien foutu de ta vie, t'es un loser, tu fais de la philo. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la philo? Elle a l'air sérieuse. Et quand elle verse au dossier un certain nombre d'arguments, je me dis ah ouais quand même. Et donc ma mère me demande d'arrêter d'avoir une espèce de vie étriquée, manquant d'audace, c'est prends position. Tu as décidé de faire de la philosophie, fais de la philosophie. Exprime-toi, dis ce que tu as à dire, sors ce que va au tu bout as, des choses. va au bout des choses, voilà. Commence, agis, fais. Et cette phrase, elle est restée dans votre tête, Absolument, ça a cogité, absolument, absolument, c'est un parce moteur que maintenant. c'est un moteur, absolument. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de moins bien où la vie veut me ravaler de nouveau ou se ravaler, le souvenir de cet impératif de ma mère, agis, fais, ben, je vous assure que ça me redresse et ça me donne envie d'aller de l'avant. Et donc, ce que ça a permis, je crois, c'est la boule au ventre, la peur au ventre, le doute de me dire tu n'es pas seul. Et je vous assure que c'est très sérieux ça. Quand j'ai des situations où je doute, où je suis un peu flippé comme ça, et que j'arrive à me reconnecter, que j'entends la voix de la daronne, comme diraient les plus jeunes, ça sonne la révolte parce qu'il y a aussi cette idée, mais ils ont fait des sacrifices pour nous. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être de simples jouisseurs. Donc nous avons un devoir. Ces sacrifices-là nous obligent, et c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que je suis, encore une fois, obsédé par les plus jeunes. Et c'est pour ça que la question du don est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Il faut donner, donner, donner. Parce qu'il y a des gens qui nous ont donné et qui, a priori, n'ont pas été rétribués. On ne leur a rien rendu.
Et d'ailleurs, moi, j'ai eu cette conversation avec ma mère où elle me disait justement, au moment de mes lamentations, elle me disait, c'est pas important que tu me donnes, ne cherche pas à me donner. En gros, donne à ta fille, fais pour elle. Et donc, c'est dans cette mouvance-là. Elle a fait pour moi, je fais pour ma fille, qui, je l'espère, si elle a des enfants un jour, fera. Et donc, quand je parle de ma fille, je parle vraiment de ces générations qui viennent après. Donc, il faut faire en sachant que ça profite, ça profite aux autres. D'ailleurs, de ce point de vue-là, pour le coup, voilà. Je la lis, donc c'est sur le thème de la violence, sur la violence. Le progrès de l'humanité représente une sorte d'injustice chronologique, puisque les derniers venus bénéficient de l'avantage de pouvoir profiter du travail accompli par leurs prédécesseurs sans être contraints d'en acquitter le prix. Ok, je vois le. Comprenez? Ouais. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation de la personne qui dit agis, et c'est dans l'ordre des choses que ceux qui arriveront après bénéficient, alors que toi, tu as trimé. Je crois que quand on est parent, parce que je le suis, euh, on est beaucoup à penser comme ça. Je fais des sacrifices pour ma fille, je n'en ai qu'une, qui en fera sans doute pour ses enfants, si elle en a, exactement comme mes parents en ont fait pour moi, voyez. Mhm. Donc en fait, le fait de faire des efforts pour votre fille, c'est un moyen de redonner à votre mère, Absolument. finalement. Vous Ça faites ce m'oblige. qu'elle elle aurait Oui, voulu que vous fassiez, absolument. et donc c'est un moyen de lui rendre, tout simplement. Voilà, il faut travailler. Il ne faut pas se tourner les pouces, il faut bosser parce que, mine de rien, on a un monde à entretenir. Si, par exemple, on empêche aux plus jeunes de s'exprimer, ben, ce monde-là mourra tout simplement. Parce que le monde est fait par des êtres humains qui sont mortels. Or, comment faire en sorte que le monde perdure? Ben, il faut que ceux qui arrivent, les nouveaux-nés, c'est pour ça qu'elle parle du fait de la natalité, la liberté est arrimée à cette idée de natalité. Donc il faut que ceux qui arrivent, ceux qui naissent et qui ont avec eux des choses nouvelles, puissent s'exprimer. Et c'est ça qui fera que le monde continuera, bien qu'il soit un monde fait de mortels, vous voyez. Donc travailler veut dire produire des œuvres, mais des œuvres qui durent. Et pas seulement des œuvres qui soient portées uniquement sur la consommation, le consumérisme. Et c'est pour ça qu'elle déplore, et moi je la suis, cette situation dans laquelle nous nous trouvons, où nous sommes dans des sociétés de consommation et d'hyperconsommation. On consomme tout, on dévore les corps, on dévore tout.